La journée d'un journaliste américain en 2889. Les hommes de ce 29e siècle vivent au milieu d'une féerie continuelle, sans avoir l'air de s'en douter. Blasés sur les merveilles, ils restent froids devant celles que le progrès leur apporte chaque jour. Tout leur semble naturel. S'ils la comparaient au passé, ils apprécieraient mieux notre civilisation et ils se rendraient compte du chemin parcouru. Combien leur apparaîtraient plus admirables nos cités modernes, aux voies larges de 100 mètres, aux maisons hautes de 300, à la température toujours égale, au ciel sillonné par des milliers d'aérocars et d'aéro-omnibus. Auprès de ces villes, dont la population atteint parfois jusqu'à 10 millions d'habitants, qu'étaient ces villages, ces hameaux d'il y a 1000 ans, ces Paris, ces Londres, ces Berlin, ces New York, bourgades mal aérées et boueuses, où circulaient des caisses cahotantes, traînées par des chevaux. Oui, des chevaux, c'est à ne pas le croire. S'il se représentait le défectueux fonctionnement des paquebots et des chemins de fer, leurs collisions fréquentes, leur lenteur aussi, quel prix les voyageurs n'attacheraient-ils pas aux aérotrains et surtout à ces tubes pneumatiques jetés à travers les océans et dans lesquels on les transporte avec une vitesse de 1500 km à l'heure. Enfin, ne jouirait-on pas mieux du téléphone et du téléphote en se disant que nos pères en étaient réduits à cet appareil antédiluvien qu'ils appelaient le télégraphe? Chose étrange, ces surprenantes transformations reposent sur des principes parfaitement connus de nos aïeux, qui n'en tiraient, pour ainsi dire, aucun parti. En effet, la chaleur, la vapeur, l'électricité sont aussi vieilles que l'homme. À la fin du XIXe siècle, les savants n'affirmaient-ils pas déjà que la seule différence entre les forces physiques et chimiques réside dans un mode de vibration, propre à chacune d'elles, des particules éthériques? Puisqu'on avait fait ce pas énorme de reconnaître la parenté de toutes ces forces, il est vraiment inconcevable qu'il ait fallu un temps si long pour arriver à déterminer chacun des modes de vibration qui les différencient. Il est extraordinaire surtout que le moyen de passer directement de l'un à l'autre et de les produire les uns sans les autres ait été découvert tout récemment. C'est cependant ainsi que les choses se sont passées, et c'est seulement en 2790, il y a 100 ans, que le célèbre Oswald Nayer y est parvenu. Un véritable bienfaiteur de l'humanité, ce grand homme. Sa trouvaille de génie fut la mère de toutes les autres. Une pléiade d'inventeurs en naquit, aboutissant à notre extraordinaire James Jackson. C'est à ce dernier que nous devons les nouveaux accumulateurs qui condensent les uns la force contenue dans les rayons solaires, les autres l'électricité emmagasinée au sein de notre globe. Cela, enfin, l'énergie provenant d'une source quelconque, chute d'eau, vent, rivières et fleuves, etc. C'est de lui que nous vient également le transformateur qui, obéissant à l'ordre d'une simple manette, puise la force vive dans les accumulateurs et la rend à l'espace sous forme de chaleur, de lumière, d'électricité, de puissance mécanique, après en avoir obtenu le travail désiré. Oui, c'est du jour où ces deux instruments furent imaginés que date véritablement le progrès. Ils ont donné à l'homme une puissance à peu près infinie. Leurs applications ne se comptent plus. En atténuant les rigueurs de l'hiver par la restitution du trop-plein des chaleurs estivales, ils ont révolutionné l'agriculture. En fournissant la force motrice aux appareils de navigation aérienne, ils ont permis au commerce de prendre un magnifique essor. C'est à eux que l'on doit la production incessante de l'électricité sans pile ni machine, la lumière sans combustion ni incandescence. Et enfin, cette intarissable source d'énergie
qui a centuplé la production industrielle. Eh bien, l'ensemble de ces merveilles, nous allons le rencontrer dans un hôtel incomparable, l'hôtel du Health Herald, récemment inauguré dans la 16 823e avenue. Si le fondateur du New York Herald, Gordon Bennett, renaissait aujourd'hui, que dirait-il en voyant ce palais de marbre et d'or qui appartient à son illustre petit-fils Francis Bennett? 30 générations se sont succédées et le New York Herald s'est maintenu dans cette famille des Bennett. Il y a 200 ans, lorsque le gouvernement de l'Union fut transféré de Washington à Centropolis, le journal suivit le gouvernement, à moins que ce ne soit le gouvernement qui ait suivi le journal, et il prit pour titre Health Herald. Et que l'on ne s'imagine pas qu'il ait périclité sous l'administration de Francis Bennett. Non. Son nouveau directeur allait au contraire lui inculquer une puissance et une vitalité sans égale en inaugurant le journalisme téléphonique. On connaît ce système rendu pratique par l'incroyable diffusion du téléphone. Chaque matin, au lieu d'être imprimé, comme dans les temps antiques, le Health Herald est parlé. C'est dans une rapide conversation avec un reporter, un homme politique ou un savant que les abonnés apprennent ce qui peut les intéresser. Quant aux acheteurs au numéro, on le sait, pour quelques cents, ils prennent connaissance de l'exemplaire du jour dans d'innombrables cabinets phonographiques. Cette innovation de Francis Bennett galvanisa le vieux journal. En quelques mois, sa clientèle se chiffra par 85 millions d'abonnés et la fortune du directeur s'éleva progressivement à 30 milliards, de beaucoup dépassés aujourd'hui. Grâce à cette fortune, Francis Bennett a pu bâtir son nouvel hôtel, colossale construction à 4 façades, mesurant chacune 3 kilomètres et dont le toit s'abrite sous le glorieux pavillon 75 fois étoilé de la Confédération. À cette heure, Francis Bennett, roi des journalistes, serait le roi des 2 Amériques, si les Américains pouvaient jamais accepter un souverain quelconque. Vous en doutez? Mais les plénipotentiaires de toutes les nations et nos ministres eux-mêmes se pressent à sa porte, mendiant ses conseils, quêtant son approbation, implorant l'appui de son tout-puissant organe. Comptez les savants qu'il encourage, les artistes qu'il entretient, les inventeurs qu'il subventionne. Royauté fatigante que la sienne, travail sans repos, et bien certainement, un homme d'autrefois n'aurait pu résister à un tel labeur quotidien. Très heureusement, les hommes d'aujourd'hui sont de constitution plus robuste grâce au progrès de l'hygiène et de la gymnastique qui, de 37 ans, ont fait monter à 68 la moyenne de la vie humaine, grâce aussi à la préparation des aliments aseptiques, en attendant la prochaine découverte de l'air nutritif qui permettra de se nourrir rien qu'en respirant. Et maintenant, s'il vous plaît de connaître tout ce que comporte la journée d'un directeur du Health Herald, prenez la peine de le suivre dans ses multiples occupations, aujourd'hui même, ce 25 juillet de la présente année 2889. Francis Bennett, ce matin-là, s'est réveillé d'assez maussade d'humeur. Voilà 8 jours que sa femme est en France et il se trouve un peu seul. Le croirait-on? Depuis 10 ans qu'ils sont mariés, c'était la première fois que Mrs. Edith Bennett, la professional beauty, fait une si longue absence. D'ordinaire, 2 ou 3 jours suffisent à ses fréquents voyages en Europe, et plus particulièrement à Paris, où elle va acheter ses chapeaux. Dès son réveil, Francis Bennett mit donc en action son phonotéléphote, dont les fils aboutissent à l'hôtel qu'il possède aux Champs-Élysées. Le téléphone, complété par le téléphote. Encore une conquête de notre époque. Si la transmission de la parole par les courants électriques
est déjà fort ancienne, c'est d'hier seulement qu'on peut aussi transmettre l'image. Précieuse découverte, dont Francis Bennett ne fut pas le dernier à bénir l'inventeur lorsqu'il aperçut sa femme reproduite dans un miroir téléphotique malgré l'énorme distance qui l'en séparait. Douce vision! Un peu fatiguée du bal ou du théâtre de la veille, Mrs. Bennet est encore au lit. Bien qu'il soit près de midi là-bas, elle dort, sa tête charmante, enfouie entre les dentelles de l'oreiller. Mais la voilà qui s'agite, ses lèvres tremblent. Elle rêve sans doute? Oui, elle rêve. Un nom s'échappe de sa bouche. Francis, mon cher Francis. Son nom, prononcé par cette douce voix, a donné à l'humeur de Francis Bennett un tour plus heureux. Ne voulant pas réveiller la jolie dormeuse, il saute rapidement hors du lit et pénètre dans son habilleuse mécanique. 2 minutes après, sans qu'il eût recours à l'aide d'un valet de chambre, la machine le déposait, lavé, coiffé, chaussé, vêtu et boutonné du haut en bas, sur le seuil de ses bureaux. La tournée quotidienne allait commencer. Ce fut dans la salle des romanciers feuilletonistes que Francis pénétra tout d'abord. Très vaste cette salle, surmontée d'une large coupole translucide. Dans un coin, divers appareils téléphoniques par lesquels les 100 littérateurs du Health Herald racontent 100 chapitres de 100 romans au public enfiévré. Avisant un des feuilletonistes qui prenait 5 minutes de repos, « Très bien, mon cher, lui dit Francis Bennett. Très bien, votre dernier chapitre. La scène où la jeune villageoise aborde avec son galant quelques problèmes de philosophie transcendante et d'une très fine observation. On n'a jamais mieux peint les mœurs champêtres. Continuez, mon cher Archibald. Bon courage. 10 000 abonnés nouveaux depuis hier, grâce à vous. Monsieur John Last, reprit-il en se tournant vers un autre de ses collaborateurs, je suis moins satisfait de vous. Ça n'est pas vécu, votre roman. Vous courez trop vite au but. Eh bien, et les procédés documentaires? Il faut disséquer, John Last, il faut disséquer. Ce n'est pas avec une plume qu'on écrit de notre temps, c'est avec un bistouri. Chaque action dans la vie réelle est la résultante de pensées fugitives et successives qu'il faut dénombrer avec soin pour créer un être vivant. Et quoi de plus facile en se servant de l'hypnotisme électrique qui dédouble l'homme et sépare ses 2 personnalités? Regardez-vous vivre, mon cher John Last. Imitez votre confrère que je complimentais tout à l'heure. Faites-vous hypnotiser. Hein? Vous le faites, dites-vous? Pas assez, alors, pas assez. Cette petite leçon donnée, Francis Bennett poursuit son inspection et pénètre dans la salle du reportage. Ces 1500 reporters, placés devant un égal nombre de téléphones, communiquaient alors aux abonnés les nouvelles reçues pendant la nuit des 4 coins du monde. L'organisation de cet incomparable service a été souvent décrite. Outre son téléphone, chaque reporter a devant lui une série de commutateurs permettant d'établir la communication avec telle ou telle ligne téléphotique. Les abonnés ont donc non seulement le récit, mais la vue des événements. Quand il s'agit d'un fait divers déjà passé au moment où on le raconte, on en transmet les phases principales obtenues par la photographie intensive. Francis Bennett interpelle un des 10 reporters astronomiques, un service qui s'accroîtra avec les récentes découvertes faites dans le monde stellaire. « Eh bien, Cash, qu'avez-vous reçu? Des phototélégrammes de Mercure, de Vénus et de Mars, monsieur? Intéressant, ce dernier? Oui, une révolution dans le Central Empire, au profit des réactionnaires libéraux contre les républicains conservateurs. Comme chez nous, alors. Et de Jupiter. Rien encore.
Nous n'arrivons pas à comprendre les signaux des Joviens. Peut-être les nôtres ne leur parviennent-ils pas. »« Cela vous regarde, et je vous en rends responsable, monsieur Cash, » répondit Francis Bennett, qui, fort mécontent, gagna la salle de rédaction scientifique. Penchés sur leur compteur, 30 savants s'y absorbaient dans des équations du 95e degré. Quelques-uns se jouaient même au milieu des formules de l'infini algébrique et de l'espace à 24 dimensions, comme un élève d'élémentaire avec les 4 règles de l'arithmétique. Francis Bennett tomba parmi eux à la façon d'une bombe. « Eh bien, messieurs, que me dit-on? Aucune réponse de Jupiter? Ce sera donc toujours la même chose? Voyons, Corley, depuis 20 ans que vous potassez cette planète, il me semble. »« Que voulez-vous, monsieur ?» répondit le savant interpellé. « Notre optique laisse encore beaucoup à désirer, et même avec nos télescopes de 3 kilomètres... » « Vous entendez, pire ?» interrompit Francis Bennett, en s'adressant au voisin de Corley. « L'optique laisse à désirer. C'est votre spécialité, cela, mon cher. Mettez des lunettes, que diable! Mettez des lunettes !» Puis, revenant à Corley, « Mais à défaut de Jupiter, obtenons-nous au moins un résultat du côté de la Lune? » « Pas davantage, monsieur Bennett. »« Ah, cette fois, vous n'accuserez pas l'optique. La Lune est 600 fois moins éloignée que Mars, avec lequel, cependant, notre service de correspondance est régulièrement établi. Ce ne sont pas les télescopes qui manquent. »« Non, mais ce sont les habitants, » répondit Corley, avec un fin sourire de savant truffé d'X. « Vous osez affirmer que la Lune est inhabitée. » « Du moins, monsieur Bennett, sur la face qu'elle nous présente. Qui sait si de l'autre côté... » « Eh bien, Corley, il y a un moyen très simple de s'en assurer. »« Et lequel ?»« C'est de retourner la Lune. » Et ce jour-là, les savants de l'usine Bennett piochèrent les moyens mécaniques qui devaient amener le retournement de notre satellite. Du reste, Francis Bennett avait lieu d'être satisfait. L'un des astronomes du Earth Herald venait de déterminer les éléments de la nouvelle planète Gandini. C'est à 12 841 348 284 623 mètres et 7 décimètres que cette planète décrit son orbite autour du Soleil en 572 ans, 194 jours, 12 heures, 43 minutes, 9 secondes et 8 dixièmes de seconde. Francis Bennett fut enchanté de cette précision. « Bien !» s'écria-t-il. « Hâtez-vous d'en informer le service de reportage. Vous savez quelle passion le public apporte à ces questions astronomiques. Je tiens à ce que la nouvelle paraisse dans le numéro d'aujourd'hui. » Avant de quitter la salle des reporters, Francis Bennett poussa une pointe vers le groupe spécial des intervieweurs et, s'adressant à celui qui était chargé des personnages célèbres, « Vous avez interviewé le président Wilcox ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur Bennett, mais je publie dans la colonne des informations que c'est décidément une dilatation de l'estomac dont il souffre et qu'il se livre aux lavages tubiques les plus consciencieux. »« Parfait. Et cette affaire de l'assassin Chapman, avez-vous interviewé les jurés qui doivent siéger aux assises? »« Oui, et tous sont d'accord sur la culpabilité, de telle sorte que l'affaire ne sera même pas renvoyée devant eux. L'accusé sera exécuté avant d'avoir été condamné. »« Parfait, parfait. » La salle adjacente, vaste galerie longue d'un demi-kilomètre, était consacrée à la publicité, et l'on imagine aisément ce que doit être la publicité d'un journal tel que le Earth Herald. Elle rapporte en moyenne 3 millions de dollars par jour. Grâce à un ingénieux système, d'ailleurs, une partie de cette publicité se propage sous une forme absolument nouvelle, due à un brevet acheté au prix de 3 dollars à un pauvre diable qui est mort de faim. Ce sont d'immenses affiches, réfléchies par les nuages
et dont la dimension est telle que l'on peut les apercevoir d'une contrée tout entière. De cette galerie, 1000 projecteurs étaient sans cesse occupés à envoyer aux nus, qui les reproduisaient en couleur, ces annonces démesurées. Mais ce jour-là, lorsque Francis Bennett entre dans la salle de publicité, il voit que les mécaniciens se croisent les bras auprès de leurs projecteurs inactifs. Il s'informe. Pour toute réponse, on lui montre le ciel d'un bleu pur. « Oui, du beau temps, murmure-t-il, et pas de publicité aérienne possible. Que faire? S'il ne s'agissait que de pluie, on pourrait la produire. Mais ce n'est pas de la pluie, ce sont des nuages qu'il nous faudrait. »« Oui, de beaux nuages bien blancs, » répond le mécanicien-chef. « Eh bien, monsieur Samuel Marc, vous vous adresserez à la rédaction scientifique, service météorologique. Vous lui direz de ma part qu'elle s'occupe activement de la question des nuages artificiels. On ne peut vraiment pas rester ainsi à la merci du beau temps. » Après avoir achevé l'inspection des diverses branches du journal, Francis Bennett passa au salon de réception, où l'attendaient les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires accrédités près du gouvernement américain. Ces messieurs venaient chercher les conseils du tout-puissant directeur. Au moment où Francis Bennett entrait dans ce salon, on y discutait avec une certaine vivacité. « Que votre Excellence me pardonne, » disait l'ambassadeur de France à l'ambassadeur de Russie, « mais je ne vois rien à changer à la carte de l'Europe. Le nord au slave, soit, mais le midi au latin. Notre commune frontière du Rhin me paraît excellente. D'ailleurs, sachez-le bien, mon gouvernement résistera à toute entreprise qui serait faite contre nos préfectures de Rome, de Madrid et de Vienne. »« Bien parlé, » dit Francis Bennett en intervenant dans le débat. « Comment, monsieur l'ambassadeur de Russie, vous n'êtes pas satisfait de votre vaste empire qui, des bords du Rhin, s'étend jusqu'aux frontières de la Chine, un empire dont l'océan glacial, l'Atlantique, la mer Noire, le Bosphore, l'océan Indien baignent l'immense littoral. Et puis, à quoi bon des menaces ? La guerre est-elle possible avec les inventions modernes, ces obus asphyxiants qu'on envoie à des distances de 100 kilomètres, ces étincelles électriques longues de 20 lieues qui peuvent anéantir d'un seul coup tout un corps d'armée, ces projectiles que l'on charge avec les microbes de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, et qui détruiraient toute une nation en quelques heures. « Nous le savons, monsieur Bennett, » répondit l'ambassadeur de Russie, « mais fait-on ce que l'on veut? Poussés nous-mêmes par les Chinois sur notre frontière orientale, il nous faut bien, coûte que coûte, tenter quelque effort vers l'ouest. »« N'est-ce que cela, monsieur ?» répliqua Francis Bennett d'un ton protecteur. « Eh bien, puisque la prolification chinoise est un danger pour le monde, nous pèserons sur le Fils du ciel. Il faudra bien qu'il impose à ses sujets un maximum de natalité qu'ils ne pourront dépasser sous peine de mort. Un enfant de trop, un père de moins. Cela fera compensation. Et vous, monsieur, dit le directeur du Earth Herald en s'adressant au consul d'Angleterre, que puis-je pour votre service ? » « Beaucoup, monsieur Bennett, » répondit ce personnage. « Il suffirait que votre journal voulût bien entamer une campagne en notre faveur. »« Et à quel propos ? » ?»« Tout simplement pour protester contre l'annexion de la Grande-Bretagne aux États-Unis. »« Tout simplement !» s'écria Francis Bennett en haussant les épaules. « Une annexion vieille de 150 ans déjà ? Mais messieurs les Anglais ne se résigneront donc jamais à ce que, par un juste retour des choses d'ici-bas, leur pays soit devenu colonie américaine. C'est de la folie pure. Comment votre gouvernement a-t-il pu croire que j'entamerais cette antipatriotique campagne ? Monsieur Bennett, la doctrine de Monroe,
C'est toute l'Amérique aux Américains, vous le savez, mais rien que l'Amérique, et non pas « Mais l'Angleterre n'est qu'une de nos colonies, monsieur, l'une des plus belles. Ne comptez pas que nous consentions jamais à la rendre. » Vous refusez? Je refuse. Et si vous insistiez, nous ferions naître un casus belli, rien que sur l'interview de l'un de nos reporters. C'est donc la fin, murmura le consul accablé. Le Royaume-Uni, le Canada et la Nouvelle-Bretagne sont aux Américains. Les Indes sont aux Russes, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont à elles-mêmes. De tout ce qui fut autrefois l'Angleterre, que nous reste-t-il? Plus rien. Plus rien, monsieur, riposta Francis Bennett. Eh bien, et Gibraltar? Midi sonnait en ce moment. Le directeur du Earth Herald, terminant l'audience d'un geste, quitta le salon, s'assit sur un fauteuil roulant et gagna en quelques minutes sa salle à manger, située à 1 kilomètre de là, à l'extrémité de l'hôtel. La table est dressée, Francis Bennett y prend place. À portée de sa main est disposée une série de robinets, et devant lui s'arrondit la glace d'un phonotéléphote, sur laquelle apparaît la salle à manger de son hôtel de Paris. Malgré la différence d'heure, Mr. et Mrs. Bennett se sont entendus pour déjeuner en même temps. Rien de charmant comme d'être ainsi en tête-à-tête, malgré la distance, de se voir, de se parler au moyen des appareils phonotéléphotiques. Mais en ce moment, la salle de Paris est vide. « Edith se sera mise en retard, » se dit Francis Bennett. « Oh, l'exactitude des femmes! Tout progresse, excepté cela. » Et en faisant cette trop juste réflexion, il tourne un des robinets. Comme tous les gens à leur aise de notre époque, Francis Bennett, renonçant à la cuisine domestique, est un des abonnés de la grande société d'alimentation à domicile. Cette société distribue, par un réseau de tubes pneumatiques, des mets de 1000 espèces. Ce système est coûteux, sans doute, mais la cuisine est meilleure, et il a cet avantage qu'il supprime la race horripilante des cordons bleus des deux sexes. Francis Bennett déjeuna donc seul, non sans quelques regrets. Il achevait son café lorsque Mrs. Bennett, rentrant chez elle, apparut dans la glace du téléphote. « D'où viens-tu donc, ma chère Edith ?» demanda Francis Bennett. « Tiens, » répondit Mrs. Bennett, « tu as fini ? Je suis donc en retard ? D'où je viens ? Mais de chez mon modiste. Il y a cette année des chapeaux ravissants. Ce ne sont même plus des chapeaux, ce sont des dômes, des coupoles. Je me serais un peu oublié. »« Un peu, ma chère, si bien que voici mon déjeuner fini. »« Eh bien, va, mon ami, va à tes occupations, » répondit Mrs. Bennett. « J'ai encore une visite à faire chez mon couturier modeleur. » Et ce couturier n'était rien moins que le célèbre Wormspire, celui qui a si judicieusement dit « La femme n'est qu'une question de forme ». Francis Bennett baisa la joue de Mrs. Bennett sur la glace du téléphote et se dirigea vers la fenêtre où l'attendait son aérocar. « Où va monsieur ?» demanda l'aérocoachman. « Voyons, j'ai le temps, » répondit Francis Bennett. « Conduisez-moi à mes fabriques d'accumulateurs du Niagara. » L'aérocar, machine admirable fondée sur le principe du plus lourd que l'air, s'élança à travers l'espace à raison de 600 km à l'heure. Au-dessous de lui défilaient les villes avec leurs trottoirs mouvants qui transportent les passants le long des rues, les campagnes recouvertes comme d'une immense toile d'araignée du réseau des fils électriques. En une demi-heure, Francis Bennett eut atteint sa fabrique du Niagara, dans laquelle, après avoir utilisé la force des cataractes à produire de l'énergie, il la vend ou il la loue aux consommateurs. Puis, sa visite achevée, il revint par Philadelphie, Boston et New York, à Centropolis,
où son aérocar le déposa vers 5 heures. Il y avait foule dans la salle d'attente du Hearst Herald. On guettait le retour de Francis Bennett pour l'audience quotidienne qu'il accorde aux solliciteurs. C'étaient des inventeurs quémandant des capitaux, des brasseurs d'affaires proposant des opérations, toutes excellentes à les entendre. Parmi ces propositions diverses, il faut faire un choix, rejeter les mauvaises, examiner les douteuses, accueillir les bonnes. Francis Bennett eut rapidement expédié ceux qui n'apportaient que des idées inutiles ou impraticables. L'un ne prétendait-il pas faire revivre la peinture, cet art tombé en telle désuétude que l'Angélus de Millet venait d'être vendu 15 francs, et cela grâce au progrès de la photographie en couleur, inventée à la fin du XXe siècle par le japonais Harushiza Ryoshi Nishome Sanjukamboze Kiyobasuke Q, dont le nom est devenu si facilement populaire. L'autre n'avait-il pas trouvé le bacille biogène qui devait rendre l'homme immortel après avoir été introduit dans l'organisme humain? Celui-ci, un chimiste, ne venait-il pas de découvrir un nouveau corps, le nihilium, dont le gramme ne coûtait que 3 millions de dollars? Celui-là, un médecin audacieux, ne prétendait-il pas qu'il possédait un spécifique contre le rhume de cerveau? Tous ces rêveurs furent promptement éconduits. Quelques autres reçurent meilleur accueil, et d'abord un jeune homme dont le vaste front annonçait la vive intelligence. « Monsieur, dit-il, si autrefois on comptait 75 corps simples, ce nombre est réduit à 3 aujourd'hui. Vous le savez. »« Parfaitement, répondit Francis Bennett. »« Eh bien, monsieur, je suis sur le point de ramener ces 3 à un seul. Si l'argent ne me manque pas, dans quelques semaines, j'aurai réussi. Et alors ? Alors, monsieur, j'aurai tout bonnement déterminé l'absolu. Et la conséquence de cette découverte, ce sera la création facile de toute matière, pierre, bois, métal, fibrine. Prétendriez-vous donc parvenir à fabriquer une créature humaine? Entièrement. Il n'y manquera que l'âme. Que cela? Répondit ironiquement Francis Bennett, qui attacha cependant ce jeune chimiste à la rédaction scientifique du journal. Un second inventeur, se basant sur de vieilles expériences qui dataient du XIXe siècle et souvent renouvelées depuis, avait l'idée de déplacer une ville entière d'un seul bloc. Il s'agissait en l'espèce de la ville de Saaf, située à une quinzaine de miles de la mer et qu'on transformerait en station balnéaire après l'avoir ramenée sur rail jusqu'au littoral, d'où une énorme plus-value pour les terrains bâtis et à bâtir. Francis Bennett, séduit par ce projet, consentit à se mettre de moitié dans l'affaire. « Vous savez, monsieur, lui dit un troisième postulant, que, grâce à nos accumulateurs et transformateurs solaires et terrestres, nous avons pu égaliser les saisons. Je me propose de faire mieux encore. Transformons en chaleur une part de l'énergie dont nous disposons et envoyons cette chaleur aux contrées polaires dont elle fondra les glaces. »« Laissez-moi vos plans, répondit Francis Bennett, et revenez dans 8 jours. » Enfin, un quatrième savant apportait la nouvelle que l'une des questions qui passionnaient le monde entier allait recevoir sa solution ce soir même. On sait qu'il y a un siècle, une hardie expérience avait attiré l'attention publique sur le docteur Nathaniel Fairbairn. Partisan convaincu de l'hibernation humaine, c'est-à-dire de la possibilité de suspendre les fonctions vitales puis de les faire renaître après un certain temps, il s'était décidé à expérimenter sur lui-même l'excellence de sa méthode. Après avoir, par testament holographe,
indiquait les opérations propres à le ramener à la vie dans 100 ans, jour pour jour, il s'était soumis à un froid de 172 degrés. Réduit alors à l'état de momie, le docteur Faceburn avait été enfermé dans un tombeau pour la période convenue. Or, c'était précisément ce jour-ci, 25 juillet 2889, que le délai expirait et que l'on venait offrir à Francis Bennett de procéder dans l'une des salles du Health Herald à la résurrection si impatiemment attendue. Le public pourrait de la sorte être tenu au courant seconde par seconde. La proposition fut acceptée, et comme l'opération ne devait pas se faire avant 10 heures du soir, Francis Bennett vint s'étendre dans le salon d'audition sur une chaise longue, puis, tournant un bouton, il se mit en communication avec le Central Concert. Après une journée si occupée, quel charme il trouva aux œuvres de nos meilleurs maestros, basées, comme on le sait, sur une succession de délicieuses formules harmonico-algébriques. L'obscurité s'était faite, et, plongé dans un sommeil demi-extatique, Francis Bennett ne s'en apercevait même pas. Mais une porte s'ouvrit soudain. « Qui va là ?» dit-il en touchant un commutateur placé sous sa main. Aussitôt, par un ébranlement électrique produit sur les terres, l'air devint lumineux. « Ah, c'est vous, docteur !» dit Francis Bennett. « Moi-même !» répondit le docteur Sam, qui venait faire sa visite quotidienne, abonnement à l'année. « Comment va ?»« Bien. Tant mieux. Voyons cette langue. » Et il la regarda au microscope. « Bonne. Et ce pouls ?» Il le tâta avec un pulsographe analogue aux instruments qui enregistrent les trépidations du sol. « Excellent. Et l'appétit ?»« Oui, l'estomac. Elle ne va plus bien, l'estomac. Il vieillit, l'estomac. Faudra décidément vous en faire remettre un neuf. »« Nous verrons, » répondit Francis Bennett. « En attendant, docteur, vous dînez avec moi. » Pendant le repas, la communication phonotéléphotique avait été établie avec Paris. Cette fois, Mrs. Bennett était devant sa table et le dîner, entremêlé des bons mots du docteur Sam, fut charmant. Puis, à peine terminé, « Quand comptes-tu revenir à Centropolis, ma chère Edith ?» demanda Francis Bennett. « Je vais partir à l'instant. »« Par le tube ou l'aérotrain ?»« Par le tube. » « Alors, tu seras ici à 11h59 du soir. »« Heure de Paris ?»« Non, non, heure de Centropolis. »« À bientôt, donc. Et surtout, ne manque pas le tube. » Ces tubes sous-marins, par lesquels on vient d'Europe en 295 minutes, sont infiniment préférables en effet aux aérotrains qui ne font que 1000 km à l'heure. Le docteur s'étant retiré, après avoir promis de revenir pour assister à la résurrection de son confrère Nathaniel Faceburn, Francis Bennett, voulant arrêter les comptes du jour, passa dans son bureau. Opération énorme quand il s'agit d'une entreprise dont les frais quotidiens s'élèvent à 800 000 $. Très heureusement, les progrès de la mécanique moderne facilitent singulièrement ce genre de travail. À l'aide du piano compteur électrique, Francis Bennett eut bientôt achevé sa besogne. Il était temps. À peine avait-il frappé la dernière touche de l'appareil totalisateur que sa présence était réclamée au salon d'expérience. Il s'y rendit aussitôt et fut accueilli par un nombreux cortège de savants auquel s'était joint le docteur Sam. Le corps de Nathaniel Faceburn est là, dans sa bière, qui est placé sur des tréteaux au milieu de la salle. Le téléphote est actionné. Le monde entier va pouvoir suivre les diverses phases de l'opération. On ouvre le cercueil, on en sort Nathaniel Faceburn. Il est toujours comme une momie, jaune, dur, sec. Il résonne comme du bois. On le soumet à la chaleur, à l'électricité. Aucun résultat.
On l'hypnotise, on le suggestionne. Rien n'a raison de cet état ultra-cataleptique. « Eh bien, docteur Sam ?» demande Francis Bennett. Le docteur se penche sur le corps. Il l'examine avec la plus vive attention. Il lui introduit, au moyen d'une injection hypodermique, quelques gouttes du fameux élixir Brown-Séquard, qui est encore à la mode. La momie est plus momifiée que jamais. « Eh bien, » répond le docteur Sam, « je crois que l'hibernation a été trop prolongée. » Et que Nathaniel Faceburn est mort. Mort? Aussi mort qu'on peut l'être. Depuis quand serait-il mort? Depuis quand? Répond le docteur Sam. Mais depuis 100 ans, c'est-à-dire depuis qu'il a eu la fâcheuse idée de se faire congeler par amour de la science. Allons, dit Francis Bennett, voilà une méthode qui a besoin d'être perfectionnée. Perfectionner est le mot, répond le docteur Sam, tandis que la commission scientifique d'hibernation remporte son funèbre colis. Francis Bennett, suivi du docteur Sam, regagna sa chambre et, comme il paraissait très fatigué après une journée si bien remplie, le docteur lui conseilla de prendre un bain avant de se coucher. « Vous avez raison, docteur, cela me reposera. »« Tout à fait, monsieur Bennett, et si vous le voulez, je vais commander en sortant. »« C'est inutile, docteur, il y a toujours un bain à préparer dans l'hôtel. Je n'ai même pas l'ennui d'aller le prendre hors de ma chambre. Tenez, rien qu'en touchant ce bouton, la baignoire va se mettre en mouvement. Et vous la verrez se présenter toute seule avec de l'eau à la température de 37 degrés. » Francis Bennett venait de presser le bouton. Un bruit sourd naissait, s'enflait, grandissait, puis une des portes s'ouvrit, et la baignoire apparut, glissant sur ses rails. Ciel! Tandis que le docteur Sam se voile la face, de petits cris de pudeur effarouchés s'échappent de la baignoire. Arrivée depuis une demi-heure à l'hôtel par le tube transocéanique, Mrs. Bennett était dedans. Le lendemain, 26 juillet de 1889, le directeur du Health Herald recommençait sa tournée de 20 kilomètres à travers ses bureaux, et le soir, quand son totalisateur eut opéré, ce fut par 250 000 $ qu'il chiffra le bénéfice de cette journée, 50 000 de plus que la veille. Un bon métier, le métier de journaliste, à la fin du XXIXe siècle.